Quoi de neuf dans le monde FinOps, mai 2026, c'est le deuxième épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de What's New in Cloud FinOps version française. Aujourd'hui, nous parlons des actualités de mai 2026 et il y en a beaucoup de nouveautés autour du compute, de l'IA, du stockage, de la visibilité, des engagements, du procurement, etc., etc. Et comme souvent, certaines annonces sont très techniques, mais elles ont toutes une conséquence possible sur les coûts, la gouvernance ou la manière de piloter le cloud. Alors commençons avec les instances et le compute. Instance et compute. AWS a annoncé AWS Interconnect, une connectivité multi-cloud entre Oracle et AWS. C'est en preview, donc vous ne pouvez pas encore l'utiliser directement, vous pouvez demander accès pour eux. Mais cela ne change pas directement les prix, mais c'est une évolution importante. Le multi-cloud continue de se développer et les fournisseurs cloud ressentent clairement la pression de mieux se connecter entre eux pour aider les clients, et plutôt qu'essayer de se voler les clients, maintenant on est plus dans une collaboration. Il y a de la pression sérieuse. AWS présente ça comme une manière de fournir une expérience simple et cohérente aux clients qui utilisent Oracle Cloud. La connectivité avec Google Cloud est déjà disponible de manière générale et celle avec Azure va arriver plus tard, en 2026. Et Azure et Oracle avaient déjà avancé assez tôt sur ce sujet. Ils partagent notamment certains bâtiments et des data centers et il y avait déjà la possibilité d'accéder par exemple à vos bases de données Oracle de votre serveur chez Azure. Donc, c'est assez intéressant. Mais l'intérêt ici, c'était pas... Déjà, on ne passe pas par l'Internet public, ce qui est positif. Ça va aussi résoudre une question des prix. Je pars de l'idée que le coût de cette collaboration, de cette connexion entre AWS et Oracle va être moindre que le pur Internet des deux côtés. Évidemment, les choses sont encore plus privées et donc théoriquement sûres. Deuxième nouveauté, AWS annonce également la disponibilité générale des instances EC2 M3 Ultra Mac. Donc, ces instances sont basées sur le matériel Mac Studio les plus récents. Elles constituent une nouvelle génération d'instances EC2 Mac destinées aux développeurs Apple qui veulent remplacer ou déplacer leur workload de faire les builds et les tests sur AWS. Le nom peut sembler un peu étrange. Pourquoi M3 et pas M8 comme toutes les autres familles AWS en ce moment qui sont, et ça semblerait plus aligné à la logique de la génération. Donc, mais ici, le nom suit probablement la génération de la puce Apple. Et en plus, le M3 Ultra a été choisi et non pas le M4 Pro qui existe parce qu'il a des énormes capacités de mémoire unifiées qui sont parfaites pour la CPU, la GPU, le Neural Engine. Et donc c'est une petite machine qui, quand on l'achète, est extrêmement utile pour faire tourner de l'IA locale. Et dans notre cas, ici, c'est si vous voulez faire des tests d'IA ou vous voulez créer des applications qui vont utiliser de l'IA mais localement sur le Mac, alors ça sera probablement ce type d'instance dont vous aurez besoin. Annonce Azure de son côté la disponibilité générale de ses VM V7, notamment les séries D, DD et E. Elles utilisent un processeur Intel Xeon 6 Granite Rapids. Ce sont des machines généralistes, optimisées mémoire. Azure annonce jusqu'à 20% de performance en plus par rapport au VM Intel V6, mais aussi des améliorations importantes sur le réseau de stockage, la capacité de montée. En résumé, c'est mieux, quoi. C'est tout. Maintenant, il faudrait regarder si les prix évoluent dans les mêmes proportions. Les premières comparaisons ne sont pas très claires. On n'arrive pas à comprendre si par rapport à la génération d'avant c'est plus cher ou c'est moins cher et s'il y a des différences, si elles sont liées au stockage ou à l'amélioration des performances. Azure annonce aussi la disponibilité générale du Durable Task Scheduler for Azure Function. Le SKU de Consumption, le Durable Task Scheduler, est désormais disponible pour les workloads durables et les orchestrations d'agents IA.
Le modèle est à l'usage. Il n'y a pas de stockage à gérer, pas de capacité à planifier et pas de coût quand rien ne tourne. Le service supporte jusqu'à 500 actions par seconde avec 30 jours de rétention des données et inclut des fonctions de monitoring si nécessaire. Passons aux bases de données, aux données et à l'IA. On va surtout avoir des informations sur l'IA. Il y a beaucoup d'annonces IA ce mois. Je pense qu'on va peut-être devoir créer une section IA à part assez rapidement. Mais la première annonce, c'est la disponibilité générale de Cloud Platform sur AWS. AWS donne désormais accès à l'expérience native de Cloud Platform d'Anthropic directement sur votre compte AWS existant. AWS est le premier fournisseur cloud à proposer ce type d'accès natif à Cloud Platform. Ça inclut l'accès à l'API, à la console, à certaines fonctionnalités bêta en accès anticipé. Donc, les clients peuvent donc utiliser Cloud Platform depuis leur environnement AWS sans gérer un compte Anthropic séparé, ou une facturation séparée, ou un suivi séparé. AWS agit ici comme un revendeur. Mais il y a une nuance importante. Cloud Platform sur AWS est opéré par Anthropic directement et les données clients sont traitées en dehors des frontières de sécurité de AWS. Donc faites très attention, c'est vraiment AWS propose uniquement une interface vers Anthropic qui permet d'avoir une gestion, une familiarité avec l'interface, mais aussi avec votre travail standard. Vous ne devez pas faire des logins, des logouts, changer de browser, etc. Mais en pratique, vous avez accès à l'expérience complète Cloud Platform via AWS, mais le traitement des données reste Anthropic. Amazon Bedrock étend ensuite le support de l'attribution d'usage au niveau de chaque requête. Donc les clients Bedrock peuvent maintenant attribuer l'usage d'inférence des modèles à des équipes, des applications, des environnements ou des expériences. Cette attribution se fait au niveau de chaque requête individuelle via des API Invoke Model et Invoke Model with Response Stream. C'est très important pour le FinOps. Avec l'IA, il ne suffit pas de regarder la consommation mensuelle ou trimestrielle. Chaque prompt peut être différent. Chaque usage peut avoir un coût très différent. Un même environnement Bedrock peut être utilisé par plusieurs équipes, plusieurs départements, chacune écrivant des prompts différents et s'attendant à des réponses différentes. Cette nouveauté qu'a introduit AWS nous permet de marquer chaque call directement qui c'est qui l'a faite et donc d'avoir un détail dont on a vraiment besoin pour l'IA. Donc cette fonctionnalité nous donne une visibilité beaucoup plus fine sur la répartition de l'usage Bedrock dans l'organisation et elle a à comprendre ce qu'on appelle des patterns de consommation des dépenses, à remonter les coûts aussi vers les bonnes équipes. Parce que l'IA est de plus en plus quelque chose qui est partagé. Et les services partagés sont souvent les plus difficiles, pas souvent, sont toujours les services les plus difficiles après à reconnecter. C'est combien est-ce que Franck doit payer, combien est-ce que Jean doit payer, combien est-ce que Joël doit payer. Autre nouveauté, Amazon Bedrock étend également le support des service quotas. Donc les clients peuvent désormais consulter les quotas d'inférence de certains endpoints Bedrock avec le AWS Service Quotas. Cela donne une manière cohérente de suivre les limites appliquées à ces endpoints, comme c'est déjà le cas pour d'autres services AWS. Les endpoints concernés supportent OpenAI, Response API, OpenAI Chat Completion et l'Anthropic Message API. Cela permet à des applications existantes basées sur OpenAI ou Anthropic de fonctionner sur Amazon Bedrock avec peu de changements de code. Et les quotas exposent notamment les limites par modèle pour les tokens d'entrée par minute et les tokens de sortie par minute. L'annonce suivante concerne Gemini, donc Google Cloud, Gemini Enterprise Agent Platform et l'option Model Priority Pay-Go. Priority Pay-Go, c'est une option de consommation qui fournit des performances plus cohérentes que le standard Pay-Go sans demander un engagement initial de Provision Throughput. Donc c'est entre les deux plus ou moins.
Elle est destinée au workload critique, quand le trafic est fluctuant ou imprévisible. Vous ne pouvez pas dire à l'avance combien vous allez dépenser, mais en même temps, vous avez besoin de performances qui ne sont pas uniquement best effort. Donc vous êtes au milieu là, vous voulez quelque chose qui répond très très vite, qui répond très très bien, sans devoir payer à l'avance. Donc je m'y attends, ça va coûter plus cher par transaction. En échange, vous obtenez un niveau de performance plus fiable sans devoir faire de réservation dédiée. Donc pour donner un ordre de grandeur, Gemini 3.1 Preview coûte 2 $ par million de tokens en standard PayGo contre 3.60 par million de tokens en Priority. C'est donc sensiblement plus cher, mais avec une meilleure garantie de performance. Microsoft a aussi publié un blog sur la construction d'applications IA avec Azure, Cosmos DB, à partir des enseignements du Cosmos Conference 2026, donc la conférence Cosmos de cette année. Le traitement des questions de coût et de performance est l'un des éléments centraux. Le contenu montre notamment des approches qui donnent un retour en temps réel sur les performances et les coûts. Ça vaut le coup de jeter un œil sur cet article. Le sujet rejoint une idée simple. Pour piloter l'IA, il faut pouvoir voir les coûts, comprendre les performances et faire le lien entre les deux. Du côté BigQuery, on annonce une annonce très petite qui peut avoir de grandes conséquences. À partir du 11 août 2026, le label de facturation associé à BigQuery Data Transfer Service changera de classe. Il passera de Google BigQ Feature Type Data Transfer Service, avec plein de underscores, à la même valeur en minuscule. Donc pour certaines équipes, ça ne changera absolument rien. Pour d'autres, ça peut casser toutes les requêtes. Si vous avez des requêtes qui sont case sensitive, donc qui vont faire des différences entre les majuscules et les minuscules, ça va tout changer. Donc vérifiez un petit peu que les choses commencent à casser. Si vous voyez que vos graphes pour BigQuery montrent des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce qu'ils montraient le mois d'avant, allez regarder si ce n'est pas ça votre problème. Bon, vous avez quelques temps pour corriger les éléments concernés. Et enfin, Gemini 3.1 Flashlight sort de preview et devient généralement disponible. C'est un modèle beaucoup plus léger et moins coûteux. Le prix d'entrée est de 0,25 $ par million de tokens pour du texte, des images et la vidéo. En Priority, le prix passe à 0,50 $ par million de tokens, c'est double. Et vous pouvez les comparer avec les 3,6 $ de Gemini 3.1 Pro Preview Priority. La différence est énorme. Flashlight est évidemment moins puissant, mais dans beaucoup de cas, il peut être largement suffisant. L'IA n'a pas besoin d'être excellente pour être utile, il faut des fois qu'elle soit juste suffisamment bonne. J'ai écrit un article il y a quelque temps en pointant comment l'IA est médiocre, mais que pour beaucoup de choses, être médiocre, c'est faire mieux que si j'essaye de faire tout seul, ou beaucoup plus vite, ou les deux d'ailleurs. Changeons de sujet, passons à stockage et Kubernetes. Donc, stockage. Google Kubernetes Engine facilite maintenant la gestion du stockage dans les clusters qui utilisent des VM de génération différentes. GKE peut sélectionner automatiquement entre Persistent Disk et Hyperdisk selon le matériel du nœud et les contraintes de compatibilité. L'objectif est d'éviter les règles de scheduling complexes, les associations manuelles, les types de nœuds et de volumes, les scripts, essayer de faire des trucs compliqués. En définissant les différentes variantes dans une même classe de stockage, il devient possible de réduire la charge opérationnelle tout en conservant des bonnes performances et une bonne efficacité de coût. Il faut toutefois rester vigilant. Si un workload bascule vers Hyperdisk, il peut continuer à fonctionner correctement, mais le coût du stockage peut évoluer, on va dire ça comme ça. Ça peut être utile dans les environnements qui utilisent des VM éphémères ou spot ou preemptible. Comme ça, s'il y a une capacité qui disparaît dans le système, on peut basculer sur des instances qui existent et le stockage aussi sera transféré correctement. Mais bon, il faut surveiller ce qui se passe réellement sur le stockage, surtout si les volumes deviennent importants. Dans beaucoup d'environnements de Kubernetes, le stockage local des nœuds reste limité. Les données importantes sont normalement placées sur des services de stockage partagés, des NAS, il y a des services faits exprès pour ça. Donc, le risque n'est pas forcément énorme, mais bon,
c'est toujours quelque chose à suivre. Et puis bon, le truc c'est que voilà, donc je ne peux pas vous parler avec de l'autorité. J'ai fait pas mal de trucs avec Docker, je n'ai pas fait beaucoup de choses sur Kubernetes. Donc voilà, faites vos recherches tout seul. Parlons de visibilité. Amazon CloudWatch Logs augmente les limites des résultats des requêtes pour Log Insights. Il est maintenant possible de récupérer jusqu'à 100 000 résultats dans une requête. Auparavant, la limite était à 10 000 résultats, donc on a augmenté par 10. On a multiplié par 10 la quantité de résultats qu'on peut récupérer d'informations. Maintenant, les clients peuvent définir la limite avec la commande limite dans votre requête SQL, mais les fonctionnalités existantes de pattern, de visualisation, d'exploration s'appliquent immédiatement à l'ensemble et permettent de travailler maintenant sur les 100 000 résultats. AWS a également mis à jour l'API GetQueryResults pour supporter la pagination. Donc chaque page peut contenir jusqu'à 10 000 résultats avec un token de pagination classique AWS. Donc si vous avez 100 000 résultats, il vous faudra 10 pages à 10 000 de chacun. En pratique, vous pouvez récupérer 10 fois plus de résultats en une seule fois. Le parti Commitment et Reserved Instances. Donc Azure retire certaines options de Reserved Instance. À partir du 1er juillet 2026, les achats et renouvellements de réservation Azure VM d'1 an ne seront plus disponibles pour les séries suivantes. La AV2, la AMV2, la BV1, la DS, DV2, DSV2, FFS, FSV2, G, GS, LS, LSV2, M et MS. En plus de cela, les réservations d'1 an et de 3 ans pour les séries DV3, DSV3, EV3, ESV3 ne seront plus disponibles à l'achat ou au renouvellement. Certaines suppressions de réservations d'1 an étaient attendues car ils avaient déjà annulé les réservations de 3 ans en arrière, donc ça remontait. Il y a un problème pratique important pour les personnes qui calculent par exemple les Effective Saving Rate, les ESR, c'est qu'il faut récupérer maintenant que vous les avez les prix catalogues des VM qui vont disparaître. Parce que si vous ne les avez pas conservés, une fois que la VM n'est plus disponible ou le produit n'est plus disponible, c'est très difficile de récupérer les prix historiques. Les données de facturation montrent généralement que les prix réellement payés, elles ne donnent pas forcément les prix de catalogue précédents. Je sais qu'AWS le fait, mais Azure ne semble pas le faire. Donc, faites gaffe, ce n'est pas facile. Je sais que Steven en a discuté avec Microsoft quand on était à San Diego pour FinOpsX. Si vous utilisez un outil, les outils comme CloudHealth, Cloudability ont leurs propres historiques depuis des années. Pour AWS, c'est moi qui le fais. En général, si vous en avez besoin, faites-moi savoir. Pour Azure, maintenant, c'est nécessaire, mais vous devez le faire manuellement. L'une des solutions qu'a utilisé Steven, c'était pour calculer les SR consiste à utiliser les SR moyens d'une VM d'une certaine taille similaire. Mais ce n'est pas idéal, mais c'est des fois la seule façon d'avancer et de fournir quelque chose qui est, comment on dit en anglais, good enough. Pricing, les prix. Une correction de calcul a été annoncée pour les APGX. Elle concerne les calculs de frais récurrents fixés dans la monétisation afin d'appliquer correctement les overrides de plan. C'est un détail qui est assez obscur, mais dans certains calculs de facturation passés, il y avait des fautes ou des erreurs. Et donc ça a été corrigé. Est-ce que ça va s'appliquer rétroactivement? Est-ce que vous allez tout d'un coup voir que vos graphiques vont changer? Ça peut-être, c'est possible et ça pourrait être une des raisons. Donc plutôt que passer des heures à essayer de comprendre pourquoi tout a changé, pourquoi vos graphes de mois dernier ne sont pas ceux d'aujourd'hui, jetez un œil si ça ne fait pas partie des corrections qui ont été apportées par Google. Parlons de Amazon CloudFront Premium Flat Rate Plan supporte maintenant des allocations d'usage configurables. Avant, le plan Premium ne proposait qu'une seule allocation d'usage. Les clients qui dépassaient cette allocation devaient contacter AWS pour discuter d'un prix personnalisé. Le nouveau plan propose désormais plusieurs niveaux d'usage mensuels en self-service allant de 5 millions à 6 milliards de requêtes, de 50 Tera à 600 Teraoctets. Les clients donc peuvent faire évoluer leur plan en fonction de leurs applications grandissent. Cette annonce concerne évidemment les environnements avec des volumes très importants. Ça ne changera rien pour les petits comptes personnels ou les petits projets.
mais elle rend le plan le plus flexible pour les organisations qui utilisent CloudFront à grande échelle. Il reste toujours possible de réduire les coûts cloud en faisant toujours attention aux détails. Pourrons-nous en discuter avec Steven de comment on a des grosses facturations de $40 et des petites de moins de 2 et que donc les optimisations sont plus difficiles, mais Steven nous disait qu'il a réussi à diviser par 2 son coût de cloud, même sur des petites valeurs, en commençant à faire attention vraiment aux détails. Le problème, c'est que la maîtrise des coûts aussi n'arrive pas toujours comme un mandat clair. Trop souvent, personne ne dit explicitement que les coûts sont importants, surtout quand ça vient du haut, et cela donc devient une responsabilité un peu floue. Personne n'a une raison de s'en occuper. Savings. AWS Lambda supporte maintenant le schedule scaling pour les fonctions exécutées sur Lambda Managed Service. Donc cette capacité utilise Amazon Event Bridge Scheduler. Elle permet de définir des plannings ponctuels ou récurrents afin d'ajuster de manière proactive les limites de capacité de vos fonctions. L'idée, c'est d'augmenter la capacité avant un pic que vous connaissez, qui était prévisible, ou de la réduire pendant les périodes calmes. Ça permet de mieux de respecter les objectifs de performance pendant les pics, tout en évitant de conserver inutilement de la capacité pendant les périodes faibles. Ça, c'est quand vous le savez, d'accord? Donc vous pouvez proactivement préparer les changements et donc avoir le volume qu'il faut au bon moment. Lambda Managed Instance permet d'exécuter les fonctions Lambda sur des instances EC2 aménagées avec routage, load balancing, autoscaling tout intégré. La capacité évolue entre les limites minimales et maximales que vous configurez selon le trafic. Avant cette fonctionnalité, les clients avec des patterns prévisibles, par exemple des applications utilisées pendant les heures de bureau ou des événements marketing, devaient ajuster manuellement les limites ou construire leur propre automatisation. Donc maintenant, cela peut être géré directement par AWS. Parlons de FinOps X à San Diego, qui était un événement très intéressant. C'était aussi officiellement le dernier FinOps X et le dernier petit renard en peluche qu'ils offraient. Les keynotes sont disponibles en ligne et valent le coup d'être regardés. Les Chalk Talk étaient particulièrement intéressantes. L'un des meilleurs pour moi, c'était celle sur les data centers de Alessandro Bellini et de Max Mara. Il avait préparé une réflexion très structurée autour des éléments auxquels il faut faire attention dans un data center. Et on était arrivé à un cycle et de comment, si tu commences à 0, tu peux aller dans un sens, mais si tu commences avec un data center qui existe, tu vas aller dans l'autre sens. La qualité des Chalk Talk dépend énormément des personnes présentes dans le groupe. Même pas que des présentateurs, même des présents dans le groupe. Les plus petits groupes permettent généralement d'avoir des meilleures discussions. A l'inverse, les sujets, comme l'IA, étaient très populaires et il y avait trop de monde et tu arrivais à peu près à rien faire. Gouvernance et sécurité. AWS Organization augmente les quotas pour les Service Control Policies, les SCP. Le nombre maximum de SCP attaché à un même nœud, qu'il s'agisse d'un root ou d'un OU ou d'un compte, passe de 5 à 10. La taille maximum d'un SCP passe de 5120 caractères à 10 240 caractères. Vous pouvez donc écrire des SCP plus précises, avec davantage de permissions, des conditions, et d'en attacher plus à un même nœud, pour créer des contrôles de sécurité plus complets dans votre organisation. J'avoue que lire SCP est simple ou complet dans la même phrase, pour moi ça reste difficile. Je les trouve quand même compliqués à gérer et à faire ce que tu veux. Mais bon. Azure, IaaS et Workload Haute Performance. Microsoft a publié la 3e partie de sa série d'Azure IaaS. Ce contenu partage des bonnes pratiques pour construire une plateforme d'infrastructure fiable. Il couvre la performance, la résilience, la sécurité, la scalabilité, l'efficacité et l'efficacité du coût. C'est pour ça qu'il est ici. L'article s'intéresse particulièrement au déploiement de workload haute performance avec une approche au niveau du système. Ce n'est pas un contenu extrêmement technique, mais il peut être utile. Microsoft semble ici proposer un contenu plus accessible, mais en étant un peu à la Google quand même, mais pas trop technique.
changeons. AWS Marketplace and Procurement. AWS Marketplace supporte maintenant le procurement programmatique grâce à l'Agreement API. Donc cette API permet de gérer l'achat de produits AWS Marketplace et les agréments de manière programmatique. Vous pouvez gérer, estimer, accepter des offres, suivre des changements, mettre à jour les bons de commande, gérer les agreements depuis vos outils et workflows existants. Combiné avec la Discovery API, l'Agreement API propose un parcours complet depuis la découverte d'un produit jusqu'à son achat. Elle peut être intégrée dans un système de procurement afin de créer des workflows personnalisés et de simplifier les opérations. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que le procurement est encore un petit peu trop peu discuté dans FinOps et ça peut aussi faciliter des bundles. Vous pouvez imaginer de rechercher un produit puis d'avoir des dépendances et donc d'avoir aussi d'autres produits qui seront achetés automatiquement, qui seront attachés, qui vont travailler ensemble ou une option que vous enlevez qui va détacher immédiatement le produit qui en dépend. Ça peut permettre aussi de faciliter l'installation ou le retrait de logiciels via l'AWS Marketplace. Le même AWS Marketplace introduit aussi une Tax Management Portal pour les vendeurs. Ce portail permet de consulter et télécharger les factures sans passer par le support. Il est intégré à AWS Partner Central. Donc les vendeurs peuvent y accéder les factures, les frais de listing ainsi qu'aux factures émises par les acheteurs dans les régions concernées. Donc on commence à avoir une vision 360 degrés de ce que vous vendez, de ce que vous achetez, de qui achète, où et comment. Ça simplifie la récupération des factures, la tenue des registres et, j'espère aussi, des taxes. Pour les organisations qui utilisent beaucoup de AWS Marketplace, ça va probablement être très utile. La fiscalité des factures reste souvent parmi les éléments les plus pénibles à suivre. Azure File et Microsoft Entra ID. Azure annonce la disponibilité générale des identités Entra uniquement pour Azure File SMB. Avec l'authentification d'Azure Microsoft Entra ID, les organisations peuvent désormais donner un accès sécurisé basé sur l'identité à des partages SMB avec des identités cloud uniquement. Il est donc plus nécessaire d'avoir une Active Directory, une synchronisation hybride ou un contrôleur de domaine. Ça simplifie l'architecture, réduit les coûts de gestion et de maintenance. Cette fonctionnalité apporte à Azure File une expérience cloud native un peu plus intégrée. L'intérêt aussi est de pouvoir utiliser Entra comme point d'identité unique dans davantage de services. C'est particulièrement utile lorsqu'on veut éviter de synchroniser les identités entre un environnement local et cloud. Google Cloud G4 fractionnaire. Enfin, Google Cloud rappelle que les VM G4 fractionnaires sont maintenant généralement disponibles. Nous avions déjà évoqué cette annonce lorsqu'elle était en preview. Ces configurations offrent un point d'entrée plus efficace, plus économique pour les workloads de l'intelligence artificielle et graphique. Elles utilisent des GPU NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, mais en des fractions plus petites. Vous pouvez utiliser une demi-GPU, un quart de GPU ou un huitième de GPU. Ça peut être particulièrement utile pour les workloads qui n'ont pas besoin d'un GPU complet ou où on peut attendre un petit peu en échange de réduction. Voilà, c'est tout pour les actualités de mai 2026. Le fil conducteur de ce mois-ci est assez clair. Les fournisseurs cloud ajoutent de plus de flexibilité, plus d'IA, plus de contrôle, plus d'automatisation. Mais en même temps, c'est de plus en plus difficile à comprendre, ça continue. Il faut donc continuer à suivre les coûts, les performances, les quotas, les engagements, les pressements et le pricing. Enfin bon, continuez d'écouter quoi. Il faut rester attentif aux petits changements. Merci à tous et à tous de m'avoir écouté, parce qu'en réalité on l'a quand même construit à deux. Et à bientôt pour le prochain épisode.